après. Ça va D'accord. commencer tout de suite. C'est bon, ça commence. Voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Dominique Giraudet, je suis pédiatre. Je travaillais en maternité dans une MEX, une maison d'enfants à caractère social, et dans un centre maternel. On m'a demandé d'aborder avec vous aujourd'hui le problème de la maltraitance que j'ai intitulé « Oser penser et comprendre la maltraitance envers les enfants et les adolescents ». Alors c'est vrai que la maltraitance dont sont victimes enfants et adolescents est un phénomène de société dont la prise de conscience est récente. Alors que la violence entre adultes a toujours été condamnée dans la société, la violence à l'égard des enfants est restée très longtemps ignorée. Certes, la vie des enfants était menacée par plein de fléaux, surtout dans les milieux populaires, entre autres les maladies infantiles en l'absence de vaccination, les placements pour cause d'allaitement maternel, la mise au travail précoce des enfants et bien d'autres fléaux. Et persistait aussi dans les mentalités cet adage bien connu, qui aime bien, châtie bien. L'élévation du niveau de vie, les progrès de la médecine avec l'apparition des vaccinations, des antibiotiques, la création des professions sociales et les lois qui ont permis une ingérence dans la vie privée des familles, et enfin la prise de conscience que l'enfant est une personne, tous ces progrès ont permis la reconnaissance d'une pathologie, de pathologies dont l'origine psychosociale s'est imposée et qui était masquée par toutes les autres maladies qui existaient précédemment. Et enfin, la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est venue confirmer en 1989, ce qui est donc très récent, le respect qui est dû à celui-ci en tant que personne, avec bien sûr en corollaire un devoir d'ingérence de la part de la société lorsque ces droits ne sont pas respectés. La loi de mars 2016 apporte même une dimension nouvelle en prenant en compte les besoins fondamentaux de l'enfant. Alors je crois qu'il faut rendre hommage, parce qu'on a tendance à les oublier, à 3 pédiatres qui se sont battus pour faire tomber le déni qui entourait ces situations jusqu'aux années 1970. Henri Kemp aux États-Unis, qui s'appuyait sur la publication d'un médecin légiste français qui s'appelait Ambroise Tardieu en 1860 et qui a été totalement oublié en France pour être repris par l'équipe de Kemp aux États-Unis, et aussi rendre hommage à Pierre Strauss à Paris et Michel Monsieux à Nancy, qui non sans peine, s'attirant des hostilités de la part de leurs confrères pédiatres qui estimaient qu'ils voyaient le mal partout, donc sont arrivés à faire prendre conscience de la réalité de la maltraitance et, ce qui était aussi très novateur, de l'absolue nécessité de la pluridisciplinarité pour prendre en charge ces situations. Et ils sont d'ailleurs tous les deux à l'origine de la création de la FIREM, qui a été créée dans ce contexte de déni et de travail totalement individuel, sans pluridisciplinarité. Alors, la maltraitance dont sont victimes enfants et adolescents est un problème extraordinairement compliqué et dérangeant. Compliqué pourquoi ? Parce qu'il est impossible d'obtenir un consensus sur une définition de la maltraitance, qu'elle soit physique, psychologique ou sexuelle. Même si le droit de correction n'est plus admis dans notre législation depuis la loi de juillet 2019, une mère qui donne une tape sur les fesses ou les mains de son enfant doit-elle être considérée ou se considérer, se vivre comme une mère maltraitante? Où se situe la limite entre liberté éducative et mauvais traitement psychologique? On se rend vite compte que la définition est très subjective en fait, en lien avec les références culturelles et éducatives de chacun et en lien aussi avec son identité professionnelle. Pour certains, la cible identitaire c'est le parent, pour d'autres ce sera l'enfant. Subjective mais aussi évolutive en fonction de la place que la société a les moyens ou se donne les moyens de faire pour les enfants. Dans une société comme dans beaucoup de pays en développement où les enfants meurent encore de faim, de rougeole, de sida, la priorité n'est-elle pas la survie de ces enfants? J'ai dit compliqué mais aussi dérangeant. Dérangeant pourquoi? Car la confrontation à ces situations ne laisse pas neutre et a des répercussions émotionnelles majeures sur les professionnels concernés. Pour nous médecins, c'est la seule situation où un enfant est atteint dans son corps et sa psyché par ceux-là même qui devraient lui apporter amour, sécurité et protection. C'est tout simplement insupportable. C'est le monde à l'envers. D'habitude, l'enfant est atteint par une maladie, et c'est le microbe, c'est la tumeur qui le rend malade. Là, ce sont ses parents qui le rendent malade. C'est insupportable.
Et on a encore plus de mal à l'admettre quand on est en présence de parents qui nous ressemblent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont bien insérés socialement. Pourquoi? Parce que si cette mère qui me ressemble a pu mettre à mal son enfant, cela pourrait avoir l'air de dire que moi aussi je pourrais en faire autant. Et ça, c'est encore plus insupportable. Il serait tellement plus confortable de penser que la maltraitance, c'est l'affaire des marginaux, des toxicos, des éthyliques, mais pas des gens qui sont comme moi. Ces mécanismes de projection aboutissent, il faut le reconnaître, à des dénis de repérage dans les milieux favorisés, où on ne veut pas voir, et à des diagnostics abusifs dans des milieux défavorisés, sociaux, marginaux. Et enfin, dérangeant, car poser un diagnostic d'enfant maltraité implique d'avoir affaire à des parents maltraitants, et même si on s'en défend, implique d'avoir un regard négatif sur eux de, entre guillemets, mauvais parents. Or, on sait très bien que dans la grande majorité des cas, ce sont des parents qui sont en grande difficulté psychosociale et on répugne à leur coller une étiquette supplémentaire négative. On est donc d'une certaine façon plus à l'aise de parler d'enfants en danger, qui a moins de connotations morales et négatives. En raison de la complexité et des répercussions émotionnelles propres à cette problématique psychosociale, la règle d'or, bien sûr, pour tout professionnel qui s'y trouve confronté, est de ne jamais rester seul et de travailler en partenariat à toutes les étapes de la prise en charge. Mais on sait combien ce travail, je ne vous apprends rien, en pluridisciplinarité est compliqué et le sera toujours, une grande difficulté. Alors, dans quel type de circonstances peut-on être amené à repérer qu'un enfant est victime de mauvais traitements, un enfant ou un adolescent? Ce peut être bien sûr en présence de lésions traumatiques. Et tous les professionnels du soin sont en première ligne pour les repérer. D'autant que jusqu'à l'âge de l'obligation scolaire, désormais 3 ans, ils peuvent être les seuls à avoir accès à l'enfant. Cela concerne donc tous les médecins, les personnels des crèches et tous les acteurs de la protection maternelle et infantile. La grande difficulté par rapport à ces lésions traumatiques, c'est qu'aucune n'est spécifique, qu'il s'agisse d'échymoses, de plaies, de fractures, de brûlures, n'importe quel accident peut conduire à ces mêmes lésions, à ces mêmes symptômes. Pourtant, le simple bon sens devrait souvent nous mettre sur la voie. L'âge de l'enfant, le siège et la forme des lésions, les explications invraisemblables livrées par les parents et l'association à d'autres symptômes non traumatiques. En ce qui concerne les fractures, une pratique importante nous a été apprise par l'équipe de Kemp aux États-Unis. Quand on soupçonne des mauvais traitements chez un bébé de moins de 2 ans, on doit toujours faire une radio systématique de tout le squelette qui permet de découvrir des petites lésions osseuses en lien avec des manipulations inadaptées à la fragilité du bébé et qui ne sont pas symptomatiques, c'est-à-dire qui ne font pas parler d'elles. Si on ne fait pas la radio, on ne les verra pas. Et surtout, de découvrir des traces de fractures anciennes qui n'ont pas été diagnostiquées, qui n'ont pas été soignées. Dans notre jargon médical, on parle de cales, de fractures. Et ces fractures, ces cales de fractures, eh bien, elles sont témoins de la fréquence des récidives. Silverman, qui était le radiopédiatre de l'équipe de Kemp, avait écrit cette très belle phrase. Il disait « La radio du squelette raconte une histoire que l'enfant est trop jeune pour raconter lui-même. » On pourrait dire d'une autre manière, la radio est l'avocat de l'enfant. Les lésions neurologiques sont parmi les lésions traumatiques celles que nous redoutons le plus, car ce sont elles qui sont à l'origine des décès d'enfants, de la grande majorité des décès d'enfants par mauvais traitement, ou à l'origine de graves séquelles qui handicapent définitivement leur vie future. Il peut s'agir d'actes violents directement sur la tête d'un enfant, quel que soit son âge, enfant ou adolescent, mais c'est beaucoup plus fréquemment en lien avec des secousses violentes sur des petits bébés dont la nuque n'est pas assez tonique pour supporter le poids de la tête en cas de secousse. Et ces secousses sont en lien le plus souvent en réaction, en lien à des pleurs qui exaspèrent les parents qui n'arrivent plus à se contrôler. C'est ce qu'on appelle le syndrome du bébé secoué. On peut être aussi témoin de lésions viscérales, beaucoup plus rares, mais parfois très graves, secondaires à des actes violents sur le thorax, sur l'abdomen, et qui seront diagnostiqués éventuellement lors d'une intervention chirurgicale ou malheureusement parfois lors d'une autopsie, si celle-ci a été demandée bien sûr. En dehors des mauvais traitements traumatiques,
des lésions traumatiques, des mauvais traitements par carence ou par négligence peuvent se révéler par un mauvais état général, un retard de la croissance, un retard dans le développement psychomoteur, mais là encore, une fois de plus, rien n'est spécifique et bien des maladies peuvent donner les mêmes symptômes. Une grande rigueur s'impose donc pour évaluer ces situations sans a priori et surtout sans a priori en lien avec le contexte social qui peut se révéler stigmatisant, les familles précaires. Il faudra faire donc en milieu hospitalier un bilan qui permettra d'éliminer une cause médicale et d'effectuer une observation de l'enfant et une observation de l'interaction avec ses parents, ainsi qu'une évaluation, bien sûr, des conditions de vie. Ce même type de bilan avec la même rigueur doit être effectué dans les lésions traumatiques que j'ai énumérées précédemment. La précarité et ou une déficience mentale des parents peuvent très bien être à l'origine de symptômes identiques de carence ou de négligence. Un très bon élément de repérage d'une maltraitance que j'appellerais en creux est de se pencher sur le carnet de santé. Celui-ci est le témoin de l'absence d'intérêt et de protection pour l'enfant, c'est-à-dire un carnet de santé vierge, aucun suivi, aucune vaccination. J'en viens maintenant à la maltraitance psychologique. Elle est encore plus difficile et à définir et à reconnaître. Au-delà des professionnels de la santé, c'est beaucoup plus fréquemment le milieu scolaire qui est à l'origine d'une reconnaissance d'un dépistage. Mais là encore, il n'y a aucun symptôme spécifique témoin de la souffrance d'un enfant ou d'un adolescent. Il peut s'agir de tristesse, de troubles des conduites alimentaires, que ce soit l'anorexie ou la boulimie, de troubles du comportement, de l'agitation, de l'agressivité, de la violence, ou au contraire, de l'inhibition, de l'apathie. Il peut s'agir de fugues, de tentatives de suicide, d'accidents à répétition, de scarification. Il faut bien entendre que ces derniers symptômes sont souvent des appels à l'aide masqués qu'il faudra savoir décrypter. L'enfant ne peut pas mettre des mots MOTS sur ce qu'il vit, donc il en parle avec son corps. L'absentéisme scolaire est aussi un très bon révélateur d'un grave dysfonctionnement familial. Une fois de plus, une évaluation pluridisciplinaire sera fondamentale pour repérer ce qui est à l'origine de ces symptômes non spécifiques. On doit inclure dans les violences psychologiques la souffrance des enfants témoins et donc victimes de la violence au sein du couple parental, que celle-ci soit physique et ou psychologique. La prise de conscience des effets dévastateurs de ces situations est tout à fait récent, il faut bien le reconnaître. Le repérage est encore plus difficile, tellement ces enfants sont pris en otage dans des conflits de loyauté, tellement ils peuvent être manipulés, terrorisés. On parle de syndrome d'aliénation parentale. Et c'est là encore à travers des troubles du comportement, des passages à l'acte, des tentatives de suicide, des fugues, que l'enfant ou l'adolescent essaiera d'appeler au secours. Et j'insiste sur l'importance pour les professionnels qui accueillent, reçoivent la plainte du conjoint violenté, de ne jamais oublier d'évaluer l'enfant et la fratrie quand il y en a. Et enfin, il reste à parler des violences sexuelles, qui sont aussi d'une extrême difficulté à repérer. Les médecins sont rarement en première ligne pour les reconnaître. Ce peut être le cas, bien sûr, lorsqu'il y a des lésions des organes génitaux, ou lors du suivi d'une grossesse, ou en présence d'une maladie sexuellement transmissible, et parfois aussi, et même assez souvent, en présence de tentatives de suicide. Le plus souvent, bien sûr, c'est le milieu scolaire ou périscolaire, qui s'inquiète d'une ou d'un enfant qui subitement va mal psychologiquement, décrochage scolaire, trouble du comportement, passage à l'acte, et qui va s'autoriser à parler. Les enfants et les adolescents s'autorisent de plus en plus à révéler ce qu'ils subissent au sein de leur famille ou de la société, et on ne peut que s'en réjouir. Mais il faut bien admettre que cela reste d'une extrême difficulté en raison de la honte, des conflits de loyauté que vivent ces enfants victimes. Il faut donc être particulièrement préparé à recevoir et à accompagner ce genre de confidence. Si l'enfant qui reçoit votre confidence voit que vous changez de couleur, que vous êtes complètement paniqué par ce qu'il vous dit, il va se rétracter pour vous consoler et faire que vous alliez bien. C'est ça qui est terrible, il faut vraiment le reconnaître. Ce sera parfois aussi
en présence de comportements sexualisés sur d'autres enfants, c'est-à-dire d'agressions entre pairs, PIRES, qu'on pourra évoquer la possibilité qu'un enfant auteur d'agressions sexuelles soit en fait lui-même première victime d'un agresseur. Et ce sont des situations qu'on a très fréquemment rencontrées. Je voudrais aussi insister sur le fait qu'il est parfois difficile, dans le contexte actuel de multiples révélations, d'avoir une écoute attentive à ces situations et de ne pas voir des agressions sexuelles partout. Je veux faire allusion à des jeux sexuels en maternelle ou en première classe de primaire. Je pense à des jeux du docteur, à des jeux de touche-pipi, de voyeurisme, qui sont des comportements témoins d'une curiosité sexuelle tout à fait normale et saine qui a toujours existé. Et on constate que parfois la réaction des adultes à la découverte de ces situations en milieu scolaire est parfois à l'origine de prises de décision totalement inadaptées et qui créent souvent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Je ne ferai que mentionner rapidement les situations de syndrome de Munchausen par procuration, qui sont des situations d'une extrême complexité, dans lesquelles des mères, le plus souvent, font croire que leur enfant est malade, ou le rendent objectivement, activement malade, par des ingestions de produits toxiques, on leur fait ingérer des produits toxiques aussi, et qui aboutissent à une maltraitance médicale en réponse aux symptômes fabriqués, allégués ou existants, c'est-à-dire multiplication de bilans, intervention chirurgicale abusive. Ces situations, pour compliquer encore plus les choses, se rencontrent presque toujours dans des milieux médicaux ou paramédicaux, témoins d'une pathologie psychiatrique méconnue. Et ça rejoint tout à fait ce que je vous disais en introduction, que ces parents-là, non, ils nous ressemblent, mais ils sont de notre corps professoral, et c'est encore plus difficile d'oser admettre qu'ils aient pu faire des choses aussi impensables. Ce sont des situations qui nous posent le plus de problèmes diagnostiques, avec parfois, j'ai connu des situations où il était impossible de conclure et de protéger l'enfant. Heureusement, ces situations redoutables sont peu fréquentes. Alors maintenant, ce que je voudrais essayer de voir avec vous, c'est comment des familles peuvent-elles en arriver à maltraiter leur enfant. Tout d'abord, il n'y a pas de profil type de l'adulte maltraitant. Et un adulte maltraitant ne l'est pas forcément, définitivement, ne l'est pas forcément à vie. Il faut savoir que la violence est constitutive de l'être humain. Bergeret parle de la violence fondamentale qui permet la survie de l'individu. On pourrait dire qu'il s'agit d'une violence positive parce que contrôlée, elle nous permet de nous protéger des agressions. Qui n'a pas eu un jour envie de jeter son enfant par la fenêtre parce qu'il était épuisé et que ce jour-là précisément, son enfant était particulièrement épuisant. Mais il est vrai, et heureusement, que la grande majorité des parents ne passent pas à l'acte. Alors qu'est-ce qui différencie ceux qui maltraitent des autres? Pour aboutir à une situation de maltraitance, il faut schématiquement, dans la grande majorité des cas, un adulte vulnérable, un enfant vulnérable et une période de vulnérabilité. Il existe certes des adultes qui sont un peu en dehors de ce que je viens d'énoncer, que les psychiatres appellent pervers, psychopathes, qui éprouvent une jouissance à faire souffrir. Ils sont restés dans la toute-puissance infantile. Ce sont les situations les moins fréquentes, mais malheureusement, celles dont les médias parlent presque exclusivement. Ce sont les situations les plus dramatiques, je dirais impensables au sens propre, de nous empêcher de paralyser notre capacité à penser. Et ce sont sur elles que se concentrent tous nos échecs, en raison de la très grande difficulté, les psychiatres en parlent les premiers, à prendre en charge la perversion, la psychopathie. Elle nous oblige à avoir beaucoup d'humilité et à renoncer à la toute-puissance, ça c'est sûr. Il y a aussi des parents atteints de maladies mentales caractérisées. Je pense à des schizophrénies, à des personnalités délirantes, à des mères dépressives dans le postpartum. Et il faut rappeler que la dépression du postpartum oscille entre 10 et 15%. C'est donc très fréquent. Et souvent méconnu, pas repéré. Ces parents-là n'ont pas l'intention de faire souffrir leur enfant, mais ils le mettent en danger en raison de leur pathologie psychiatrique. Leur prise en charge nécessite donc une étroite collaboration entre la psychiatrie adulte, la pédopsychiatrie et les services de protection maternelle et infantile. Et cette prise en charge doit être la plus précoce possible, bien en amont de la naissance, dès la grossesse, et j'y reviendrai dans un petit moment.
Je voudrais surtout m'attarder sur ce qui est à l'origine de la grande majorité des situations de mauvais traitement et qui est en lien avec ce qui rend un père ou une mère vulnérable. Ce qui rend un père ou une mère vulnérable, c'est tout ce qui a pu détruire dans son enfance son estime de soi, le sentiment d'être bon à quelque chose et surtout digne d'être aimé. C'est un adulte qui a été carencé sur le plan affectif, qui a pu en plus être maltraité physiquement, psychiquement, sexuellement éventuellement, et en plus vivre des deuils et des ruptures qui l'ont encore plus fragilisé. Cet adulte dont l'image de soi a été cassée est un adulte mal construit, fragile, avec une mauvaise image de lui en effet, et en conséquence intolérant à la frustration. Or, la vie est faite de frustration. Je ne vous apprends rien. Cet adulte va donc attendre de l'enfant qu'il a en face de lui et qu'il a très souvent désiré, et ça c'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre, mais que j'ai vraiment constaté, surtout quand je travaillais dans ce centre maternel, réparation des blessures du passé, réponse à cette quête immense d'amour qu'il trimballe depuis sa petite enfance. Or, vous imaginez bien qu'aucun enfant ne peut satisfaire à une telle attente, et toute frustration, tout ce qui peut être perçu comme négatif chez l'enfant, et il y a toujours du négatif chez tout enfant, va être vécu par cet adulte fragile comme intentionnellement dirigé contre lui. Comme si l'enfant voulait le confirmer dans l'image négative qu'il a de lui-même. L'adulte se vit comme agressé par cette image que lui renvoie son enfant. Alors on comprend, dans ce contexte, que certains enfants soient plus vulnérables que d'autres pour ces parents fragilisés, vulnérables. Certains enfants sont en effet plus difficiles en raison de séparations néonatales qui ont fragilisé le lien, en raison de troubles du sommeil, en raison de troubles de l'alimentation. Certains nourrissons sont plus difficiles parce qu'ils sont hypertoniques, pleurant plus que d'autres. Et on sait très bien, je l'ai déjà dit, que le syndrome du bébé secoué était très en lien avec ces pleurs de fin de journée ou du sommeil propres aux petits nourrissons, plus ou moins accentués chez certains. Une maman me disait en maternité, « Il fait exprès de pleurer pour m'embêter ». Cette maman de 15 ans avait violemment secoué son bébé de quelques semaines. Il fait exprès. Les difficultés peuvent aussi se rencontrer plus tard au niveau de la scolarité ou d'exigences éducatives non respectées par l'enfant et que les parents vivent très très mal comme cet enfant est mauvais, c'est bien la preuve que moi qui suis si mauvais, je n'ai pu engendrer qu'un être mauvais. Certains enfants ont aussi un statut à part dans la dynamique familiale qui rend leur place plus difficile. Par exemple, un enfant né d'une précédente union qui n'est pas accepté par le nouveau conjoint. Un enfant ayant vécu des séparations précoces et de longue durée avec ses parents, sans maintien du lien. Un enfant qui est porteur d'un handicap, quelle blessure extraordinaire pour des parents qu'un enfant handicapé. Alors imaginez ça pour un père ou une mère déjà vulnérable. La preuve par neuf de leur incapacité à faire un bel enfant. L'enfant peut aussi, pour un parent, être le portrait vivant de quelqu'un, le témoin de quelqu'un d'exécré. Une maman qui me dit au moment de l'examen de naissance, c'est tout le portrait de ce salaud qui m'a plaqué pendant la grossesse, au moment de l'examen de naissance. Une autre maman qui vivait une situation de violence conjugale m'a dit, regardez, il est déjà en train de me menacer comme son père. Ce bébé de quelques heures avait en effet les poings fermés comme tous les nouveau-nés du monde. C'est hallucinant qu'une maman d'un bébé de quelques heures puisse vous dire « il est déjà en train de me menacer comme son père ». Ça prouve bien la projection négative que ces parents ont sur ces bébés. Dès la naissance, ce bébé est vécu comme mauvais. On comprend ainsi combien chez des adultes vulnérables, en présence de ces enfants, je dirais à risque, des périodes de vulnérabilité les rendent encore plus intolérants à la frustration qu'implique la vie avec un enfant qui ne répond pas aux attentes totalement irréalistes ou aux projections totalement irréalistes de ses parents. Ces périodes de vulnérabilité, elles peuvent être en lien avec le développement de l'enfant. On sait tous, je ne vous apprends rien, combien la phase d'opposition
Non, non tout le temps. La phase d'acquisition de la propreté, la phase d'autonomie, moi tout seul quand on est pressé pour partir au travail. Ces périodes sont très difficiles à vivre, j'ai envie de dire, pour tous les parents du monde, mais alors encore plus pour des parents vulnérables, qui vivent ces refus par rapport à la propreté comme une agression dirigée contre eux. Ces périodes de vulnérabilité peuvent aussi être en lien avec des événements de la vie familiale, professionnelle ou sociale, un deuil, une violence conjugale, une situation de violence conjugale, de divorce, des difficultés au travail, la mise au chômage, des difficultés financières, et l'isolement familial ou social, qui est un facteur de vulnérabilité très très fréquemment retrouvé dans les familles maltraitantes. Ce sont des familles où il n'y a pas de soupape de sécurité, où il n'y a pas d'appel au secours possible, surtout au niveau de la famille qui a engendré toute cette problématique. Et je dois dire que le confinement que nous avons récemment vécu est une illustration parfaite de combien une période de vulnérabilité fait basculer dans la maltraitance des familles vulnérables. Et on sait que les appels au SNATED ont explosé pendant notre période de confinement. Vous voyez combien tout cela est interactif et susceptible de mobilisation dans un sens comme dans l'autre. Combien les événements de la vie peuvent faire basculer du bon ou du mauvais côté. On pourrait dire en résumé de tout cela, toute difficulté rencontrée avec un enfant, tout ce qui va renforcer le sentiment négatif, la mésestime de soi chez un parent vulnérable, surtout s'il est seul, ou que l'autre parent est lui-même vulnérable. Dans un contexte de stress, quel qu'il soit, d'isolement social ou familial, peut en effet produire de la maltraitance. Mais avant de terminer cette tentative d'explication sur ce qui entre en jeu dans le processus de la maltraitance entre un adulte et un enfant, je voudrais vous mettre en garde contre une tendance trop largement relayée par les médias qui consisterait à faire croire que la maltraitance est, entre guillemets, héréditaire. C'est-à-dire que les adultes qui ont subi des mauvais traitements dans leur enfance n'auraient pas d'autre destin que de maltraiter leurs enfants. Or, on le sait tous très bien, bien des histoires de vie nous prouvent le contraire, on en connaît tous. Et on sait très bien que ce n'est pas la même chose d'avoir un regard rétrospectif sur le passé d'une famille qu'un regard prospectif sur le futur d'un enfant victime. C'est faire référence à la résilience très chère à Boris Cyrulnik. Tous les individus, dont les enfants, n'ont pas la même vulnérabilité, on pourrait dire la même fragilité. Et à côté des prises en charge spécialisées plus ou moins lourdes que nous essayons de mettre en place pour protéger et aider ces enfants victimes, il faut admettre que certains enfants et adolescents se reconstruisent aussi grâce à ce que Boris Cyrulnik appelle les tuteurs de résilience, c'est-à-dire l'enseignant, le copain, le conjoint, mais aussi l'expression artistique, et il y a bien d'autres occasions dans la vie ordinaire, tout ce qui peut participer, en dehors du milieu familial, à la reconstruction d'un individu blessé par son passé. Alors tout ce travail de reconstruction, tous ces tuteurs de résilience, tout ça doit être entrepris le plus tôt possible, bien sûr. Le métier de parent, comme celui d'éducateur, d'enseignant ou de soignant, est un métier difficile, un métier à risque, comme aimait à le dire le pédopsychiatre Michel Soulet. Difficulté supplémentaire, le métier de parent, il s'apprend sur le tas. Et il me paraît fondamental, il faudrait faire savoir aux futurs parents que l'ambivalence fait partie des sentiments parentaux, qu'il n'existe pas de mère idéale, qu'il n'existe pas de père idéal, pas de bébé idéal, même pas dans les contes de fées. On a donc le droit d'être excédé par un enfant, d'être mis à bout par son enfant. Admettre cela, et le faire savoir, c'est aider les parents à oser faire appel quand ils se sentent débordés, plutôt que de se refermer sur eux-mêmes, tellement ils ont honte, tellement ils se vivent monstrueux d'être si peu conformes aux images idylliques de maman poule et de papa poule qui sont placardées, véhiculées par les médias. Les médias ne parlent jamais de l'ambivalence, de l'amour parental. Alors c'est tout ce travail de soutien à la parentalité qui heureusement se développe de plus en plus, qui était déjà une des priorités de la loi de mars 2007, qui a été renforcée par la loi de mars 2016 sur la protection de l'enfant,
Il est prévu, depuis 2007, un entretien en cours de grossesse pour toutes les femmes enceintes afin de permettre une évaluation précoce des ressources, j'insiste sur les ressources, et aussi les difficultés qui peuvent interférer sur la relation parent-enfant. L'objectif étant de mettre en place le plus précocement possible des mesures d'aide et de soutien. Mais il faut bien reconnaître que faute de moyens humains pour les effectuer, actuellement ce sont essentiellement les sages-femmes qui les effectuent, que ce soit les sages-femmes hospitalières ou de protection maternelle et infantile, 28% seulement des femmes enceintes bénéficient de cet entretien. Je voudrais insister sur le fait qu'il ne faudrait pas que celui-ci aboutisse à porter un regard négatif sur des parents vulnérables qui ont déjà une si mauvaise image d'eux-mêmes. Ce serait en fait tout le contraire d'une démarche de prévention. Cela implique donc que les professionnels amenés à réaliser cette EPP, l'entretien prénatal précoce, doivent être particulièrement bien formés pour éviter de tomber dans cet écueil qui serait de ne repérer que les facteurs de risque et pas les ressources. On a fait une étude au niveau de la FIREM sur la place de l'EPP, la façon dont les sages-femmes les géraient, et on a été très très heureusement surpris de voir qu'elles n'y allaient pas du tout dans une optique d'étiquetage, mais d'accompagnement et de soutien. Conscient de l'importance d'une prise en charge périnatale la plus précoce possible, Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, a donné, vous le savez, à Boris Cyrulnik, mission de faire des propositions d'action sur les 1000 jours allant de la période périconceptionnelle aux 2 ans de l'enfant. Ce rapport vient d'être rendu public en septembre, donc très très récemment, et il préconise entre autres que toutes les femmes enceintes puissent bénéficier de cet entretien prénatal précoce et que la protection maternelle infantile et la pédopsychiatrie soient impliquées le plus précocement possible auprès de ses futurs parents. Alors, la psypérinatalité est d'ailleurs une spécialité en train de se développer et on ne peut qu'en s'en réjouir, ça va tout à fait dans ce sens. Il existe actuellement en France une alliance francophone pour la santé mentale périnatale avec des unités d'accueil, des structures hospitalières parents-bébés, des équipes mobiles, des travailleurs en insertion sociale et familiale, des équipes qui vont à domicile. Mais on sait très bien que ces structures sont très inégalement réparties sur le territoire et que dans beaucoup d'endroits, la protection maternelle infantile, la pédopsychiatrie non seulement sont en très grande difficulté, mais en survie par manque de personnel médical et paramédical. Et j'ai bien peur que les préconisations du rapport de Boris Cyrulnik risquent fort de ne pas être appliquées dans les prochaines années. Cyrulnik préconise aussi la création de ce qu'il appelle une maison des 1000 jours autour des maternités et qui regrouperait les services de protection maternelle infantile et les services de pédopsychiatrie. C'est une très bonne idée. Encore faut-il avoir les moyens de les mettre en place. Une fois la maltraitance reconnue, Françoise Molena, pédopsychiatre à Montpellier, insiste sur le fait que si les parents maltraitants ne se sentent pas jugés comme justement de mauvais parents, ils sont les mieux placés pour dire ce qu'ils souhaitent pour eux et pour leurs enfants. Cela nécessite donc de la part des professionnels, à quelque niveau que ce soit dans la prise en charge, de nommer sans jugement de valeur ce qui fait danger pour l'enfant. Ce n'est pas nier que l'enfant est en danger, mais de ne pas mettre un jugement de valeur sur cette constatation, je dirais. Et de nommer éventuellement le négatif dans la relation à l'enfant sans oublier le positif. Donc toujours chercher ce qu'il y a de positif. De savoir les écouter, de savoir leur donner la parole et les aider à exprimer leurs difficultés et leurs souhaits, une fois de plus, sans jugement de valeur. On sait bien d'ailleurs que les mesures d'action éducative ou de placement, qu'elles soient contractuelles ou imposées par le juge des enfants, ne peuvent avoir sens et être thérapeutiques pour l'enfant et ses parents que si elles ont été discutées avec eux et expliquées. Il n'empêche qu'il y a, comme je l'ai déjà dit, des parents pervers, manipulateurs, non mobilisables, ou qui ont une adhésion de façade aux mesures que l'on leur propose, mais qui ne les appliquent pas, et finalement l'enfant n'est pas protégé. Le devoir des professionnels qui ont une obligation d'évaluation des mesures de protection qu'ils mettent en place est de ne jamais perdre de vue l'évolution de l'enfant, tant au niveau physique, cognitif que psychoaffectif. Et ça me rappelle
Myriam David, qui était pédopsychiatre et qui travaillait dans une association de placement familiaux thérapeutique, lors des réunions de synthèse, elle donnait du poing sur la table régulièrement en disant « et l'enfant, et l'enfant, et l'enfant », régulièrement, parce qu'elle se disait on parlait des parents, on parlait de la situation psychosociale de la famille, et on oubliait, on ne voyait pas l'enfant. Et elle insistait là-dessus régulièrement, tellement ça lui paraissait en effet fondamental. C'est cette évaluation de l'évolution de l'enfant qui doit déterminer en fait la conduite à tenir, en se défendant de toute idéologie du maintien du lien physique à tout prix. Emmanuelle Bonneville-Baruchel, qui est psychologue, elle parle de l'importance, et ça me paraît très très important, de distinguer ce qu'elle appelle l'incapacité parentale de l'incompétence parentale. L'incapacité parentale, elle peut être réversible par un travail éducatif, à condition qu'il soit accepté et suivi par la famille, bien sûr. L'incapacité parentale, elle peut être temporaire. Et cela correspond à ces situations que je décrivais de parents blessés par la vie, qui n'ont pas trouvé de tuteur de résilience, de prise en charge leur permettant de se réparer, de se guérir, et avec lesquels on peut essayer de travailler à condition qu'ils reconnaissent leurs difficultés et qu'ils acceptent ce qu'on leur propose comme thérapie. Mais cette incapacité parentale, elle peut être chronique et non mobilisable. Et c'est le cas justement de ces parents psychopathes, pervers, de certaines maladies mentales, malheureusement, sans possibilité d'évolution. Il y a certaines schizophrénies qu'on ne peut pas faire évoluer, ou quand il y a un refus de prise en charge de ces parents malades mentaux. Et dans ces cas-là, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître nos limites et d'assurer une mesure de protection sur le long terme de l'enfant ou de l'adolescent jusqu'à sa majorité. Mais cette mise à distance physique ne doit pas faire oublier le travail à toujours effectuer autour du lien psychique avec ses parents, qu'on ne peut absolument ni occulter ni effacer. Et d'une certaine façon, c'est rejoindre et prendre en compte les trois axes de la parentalité qu'avait si bien analysé Didier Houzel, pédopsychiatre lui aussi, qui parlait de l'exercice de la parentalité au sens juridique, c'est-à-dire la filiation, l'expérience de la parentalité au sens subjectif, c'est-à-dire d'accepter de se sentir investi comme père ou mère, et la pratique au sens de la prise en charge des tâches quotidiennes. Ces trois axes peuvent très bien être pris en charge séparément, c'est ça qu'il a bien analysé Didier Houzel, peuvent très bien être pris en charge séparément, mais aucun de ces trois axes ne doit être oublié dans cette prise en charge par tous les intervenants concernés qui doivent s'en entretenir ensemble et vraiment ne pas travailler chacun dans leur coin. Alors je conclurai en disant que pour moi, l'enfant maltraité est un enfant qui perd de façon temporaire, mais parfois aussi, il faut le reconnaître, définitive, son statut de sujet pour être l'objet de la toute-puissance parentale. La prise en charge de ces situations, je trouve, nécessite beaucoup d'humilité, beaucoup d'empathie, beaucoup de confiance réciproque entre les intervenants, et c'est peut-être ça qui est une des choses les plus difficiles à obtenir, mais qui sont autant d'éléments nécessaires à la prise en charge la plus adaptée possible pour aider l'enfant et ses parents à ne pas sombrer dans le syndrome d'épuisement professionnel. Syndrome d'épuisement professionnel, je trouve renforcé par de nombreuses émissions de télévision qui ne montrent toujours que ce qui ne marche pas et jamais ce qui marche. Comme le dit un proverbe chinois, les petits ruisseaux font de grandes rivières, eh bien faisons en sorte que nos actions préventives et ou curatives, aussi modestes soient-elles, auprès des enfants et de leurs parents, leur permettent de vivre mieux ensemble, ou pourquoi pas, séparément. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. J'ai trouvé votre exposé comme un plaidoyer pour le travail pluridisciplinaire. J'ai beaucoup aimé aussi votre phrase en disant que la radio était l'avocat de l'enfant, qui était une petite perle dans ce discours, parce que c'est vrai que c'est par la science qu'on arrive à détecter l'histoire de l'enfant et son appel au secours. Et puis, je pense effectivement qu'avant tout, il y a effectivement cette empathie, mais cette confiance que chacun des professionnels dans leur statut, leur rôle, doivent tisser avec humilité et puis aussi créativité. Parce que la question que l'enfant nous pose nous interroge, nous, sur notre regard, sur notre parentalité, sur notre statut, et qu'on peut aussi
bricoler finalement quelque chose qui sera comme un statut résilient pour lui et qui pourra servir pour d'autres enfants et qui va pouvoir aussi retisser cette confiance que les professionnels dans cette création vont retrouver et se retrouver chacun reconnu dans leur statut. Donc merci beaucoup, ça a été un très bon moment. Je crois que le grand risque, c'est que le mythe de Zorro. Je crois que oui. Moi j'ai repéré la source, je vais tout seul, je vais y arriver. Et ben non, c'est jamais comme ça. Tout à fait. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, merci. Vous êtes le seul participant à la conférence. Vous êtes le seul participant connecté à la conférence.